Bonjour Mériadec. Bonjour, Voilà, Richard. voilà. Je rappelle que tu es rédacteur en chef des pages Monde de Valeurs Actuelles, grand reporter, et que tu passes ta vie à courir le monde pour nous rapporter des récits absolument passionnants. Et là, tu es allé très loin dans le Nord, et tu vas nous parler de l'Arctique, qui est une terre en fait éminemment stratégique. Alors on le sait puisque le camarade Trump a envie de chauffer le Groenland, mais voilà, donc de ton point de vue. Alors, effectivement, je reviens d'une semaine immergée dans les confins liquides du pôle Nord, non pas dans l'eau, mais j'étais embarqué dans une frégate de la Marine nationale, ce qu'on appelle une FREM, une frégate multimission. Ce sont des bâtiments qui sont des bâtiments fleurons de la Marine nationale. Ce sont des bâtiments qui font 143 mètres de long, 6000 tonnes en déplacement. Ils sont aujourd'hui à la pointe de ce qu'on fait de mieux en matière de technologie navale et d'électronique embarquée. Ce sont des bâtiments qui sont, comme leur nom l'indique, polyvalents, mais qui sont éminemment réputés pour leur performance en matière de lutte anti-sous-marine. Ils ont notamment un système de sonar actif, c'est-à-dire un radar, si vous voulez, qui émet un faisceau qui se propage dans l'eau, qui est installé à l'arrière du bâtiment, qu'on appelle le poisson. C'est un espèce effectivement c'est la forme d'un poisson jaune, qui est immergé à plusieurs kilomètres, enfin plusieurs milliers de mètres en tout cas, derrière le bâtiment, et qui est couplé avec une antenne elle passive, un micro si vous voulez, qui enregistre et qui est capable de détecter très loin, dans des conditions compliquées, des sous-marins, à telle enseigne que ces bâtiments ont eu trois années de suite, ont récupéré le fameux trophée, un trophée décerné par l'US Marine, la marine américaine, aux marines de l'OTAN, pour leur performance en matière de lutte anti-sous-marine. Et ces bâtiments, notamment en Méditerranée, ont reçu ce trophée. Donc ce sont des bâtiments à la pointe de la technologie. On en a 8 aujourd'hui, et évidemment, c'est très insuffisant, mais à l'origine, le programme devait en contenir de mémoire une quinzaine. Et puis, vous savez, c'était pendant ces années où le budget de la défense servait de variable d'ajustement, selon maintenant l'expression bien consacrée. Et chaque année, en fait, la quinzaine diminuait, à moins un, à moins un, à moins un, à moins un. Et on est arrivé à 8, ce qui était le format, en fait, euh, vraiment minimum pour pouvoir assurer la mission minimum de la Marine nationale, qui à l'époque avait été taillée au plus juste, à savoir en capacité de protéger en fait notre flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de Brest. C'est sa mission première, et c'est pour ça que les 4 bâtiments qui sont basés à Brest devaient être au minimum 4 pour pouvoir assurer cette protection. Et aujourd'hui, en fait, de manière de plus en plus régulière, en fait, la Marine nationale dépêche dans ces fameuses eaux polaires régulièrement ce type de bâtiment. Et cette fois, l'Aquitaine, puisque c'est l'Aquitaine cette fois, avait rendez-vous dans les parages du Cap Nord. Le Cap Nord, en fait, c'est l'extrême septentrion norvégien, le bout du monde de la péninsule scandinave, le plus haut, la terre la plus haute que l'on puisse trouver dans ces terres polaires. Elle avait rendez-vous pour un exercice bilatéral avec un submersible de la marine royale norvégienne. J'aime bien le royal. Voilà. Ces Norvégiens ont 4 ou 5 vieux submersibles de poche, dont la mission est d'interdire les accès de tous leurs fjords, disons, leurs côtes et dentelées de fjords profonds et impressionnants. Et ils souhaitent évidemment qu'aucun navire ennemi, ou en tout cas non désiré, puisse se cacher dans ces fjords. Et donc c'était un exercice de lutte anti-sous-marine. C'est la Norvège, et je viens petit à petit dans cette fameuse géopolitique des mers froides. C'est la Norvège qui a sollicité à nouveau la France, et en particulier la marine française, pour pouvoir la réassurer en fait ses marches polaires. La Norvège, vous savez, est un tout petit pays, 5 millions 3 d'habitants, un territoire qui fait quand même 380 000 km². C'est immense, mais désertique, et c'est un territoire redevenu stratégique. Il était aux marches
de la guerre froide, aux avant-postes de la guerre froide, et puis avec cette nouvelle guerre froide, c'est-à-dire cette nouvelle tension entre la Russie et l'Occident et l'OTAN, la Norvège redevient à nouveau stratégique, et la Norvège anticipe ce que beaucoup de gens anticipent en Europe, c'est-à-dire une forme de désengagement en fait du parapluie militaire américain qui lui servait évidemment, qui était très important pour son pays depuis la guerre froide, et elle reprend contact avec les marines européennes. Alors pas que la France, hein, les Britanniques, les Allemands, mais elle reprend contact notamment avec la marine française pour ce que je citais tout à l'heure, ses performances en matière de lutte anti-sous-marine. La marine norvégienne a une vieille flotte de frégates, 5 ou 6 frégates de mémoire qui sont vieillissantes. Elle souhaite les renouveler et elle a bien compris que les capacités, les capacités de la frégate française, qui est couplée en fait, ses performances sont couplées avec l'hélicoptère qu'elle embarque sur sa plateforme arrière, le fameux Caïman, qui est un NH-90 pour les connaisseurs marinisés, qui est un hélicoptère dans lequel on a monté un sonar flash, pour reprendre l'expression technique des marins, c'est-à-dire c'est un système de sonar qui est descendu au bout d'un filin, plongé dans la mer, immergé à des endroits différents, et qui complète en fait, qui augmente l'allonge de détection de la frégate. Et évidemment, à ce sonar flash sont associés des torpilles que l'hélicoptère peut envoyer dans l'eau. Et ce couple-là est redoutable. Les Norvégiens le regardent de très près et sont très intéressés dans le cadre de leur projet d'acquisition par les petits jumeaux en fait de ces frégates qui sont très chères, hein. On parle de presque 1 milliard d'euros pièce. En fait, Naval Group, qui est le constructeur de ces frégates, avait bien compris que en plus ces frégates avaient un sujet précis pour l'exportation, c'est que leur équipage était diminué par rapport aux bâtiments classiques, et dans un certain nombre de pays du sud global, comme on dit aujourd'hui, pour des raisons sociales et le fait de mettre moins de marins sur un bateau, c'était pas forcément intéressant pour eux. Et donc ils avaient créé un espèce de décalque plus petit qu'on appelle les frégates de défense à l'intervention, les FDI pour les connaisseurs, dont Naval Group est le champion, en a vendu déjà plusieurs. La France en a commandé 5 et ils sont moins chers, assez performants, eux aussi bien armés, et la Norvège est intéressée, et donc la France et la Norvège, le bâtiment français était là aussi pour démontrer ses capacités. Ça, c'est la partie, je dirais, bilatérale de la présence de la frégate dans ces mers froides. Mais évidemment, bien sûr, et depuis régulièrement maintenant, ces bâtiments-là, grâce à leurs capteurs très importants, contribuent à ce qu'on appelle l'appréciation autonome des situations militaires dont s'enorgueillit la France, c'est-à-dire la capacité de la France à se faire un état de la situation de manière indépendante, autonome, sans dépendre du renseignement allié, de ses partenaires, et en particulier du grand partenaire américain. Et donc cette frégate est capable, grâce à ses puissants radars, à ses moyens de guerre électroniques, de savoir ce qui se passe exactement, à la fois sur l'eau et sous l'eau, dans cette zone aujourd'hui dont les stratèges imaginent que demain il puisse y avoir des confrontations, un retour des confrontations navales. C'est vraiment dans cet état d'esprit qu'aujourd'hui la France investit régulièrement dans ces eaux. On est en fait pour... Pardonnez-moi, Marie-Hélène Coffret, je voudrais qu'on revienne juste une seconde sur cette appréciation autonome des situations militaires. Ce que vous nous dites, c'est que, contrairement par exemple à beaucoup d'armées, dont l'armée ukrainienne qui a absolument besoin du renseignement américain, ces frégates sont capables, sur une étendue considérable de terrain, sur l'eau, sous l'eau et dans les airs, de savoir ce qui se passe. Autrement dit, on n'a pas besoin d'un réseau étranger, d'un réseau ami, pour être capable de se comporter d'un point de vue tactique, voire stratégique. On a moins besoin des alliés parce que tous ces bâtiments modernes sont évidemment interconnectés avec l'ensemble des réseaux qui existent chez nos alliés, si vous voulez. Mais ça permet à l'état-major des armées et donc au président de la République, qui est chef des armées, d'avoir une idée à la fois précise et indépendante, ou en tout cas recoupée de la situation, de ce qui se passe, de la manière... Alors, c'est pour ça qu'il faut que je revienne sur la géographie, parce qu'on est dans une zone à nouveau de friction, comme je le disais, entre l'OTAN, l'Occident, l'OTAN et la Russie. Le Cap Nord, si vous voulez, c'est la limite la plus haute, je le disais, des terres scandinaves. Nous sommes environ à 200 km
à l'ouest de la frontière entre la Norvège et la Russie. Nous sommes surtout au débouché, en fait, dans ces approches russes liquides, au débouché, en fait, de la route que suivent les sous-marins russes pour pouvoir accéder à l'Atlantique Nord. Nous sommes à quelques centaines, à moins d'un millier de kilomètres de leur fameux repère de Mourmansk, dans le fond de la baie de Kola, en mer Blanche, là où en fait est l'essentiel de la flotte russe nucléaire, à savoir leurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et leurs fameux sous-marins nucléaires d'attaque. Ces sous-marins ceux-là qui aujourd'hui prennent la direction de l'Atlantique Nord pour essayer évidemment de pister à la fois les lanceurs d'engins britanniques et français, puisque ce sont ceux qui portent la dissuasion nucléaire. Donc c'est une zone vraiment de stratégique, militaire stratégique, et il était évidemment intéressant de savoir comment ces gens-là, comment nos compétiteurs stratégiques, pour reprendre l'expression consacrée, se comportent. Est-ce qu'ils sont agressifs? Est-ce qu'ils sont quelle est leur quelle est la comment dirais-je, leur importance, quel est leur comportement, etc. Et donc, ces bâtiments français permettent à la France, justement, en étant dans ces eaux, de comprendre et d'apprécier de manière indépendante la situation. Et puis, deuxième chose, c'est vrai sur l'eau, mais c'est vrai sous l'eau aussi. Les marins et surtout les spécialistes de la lutte anti-sous-marine le disent et le savent très bien. Pour pouvoir lutter efficacement contre une menace sous-marine dans ces eaux-là, il faut comprendre leurs caractéristiques. Et les caractéristiques de ces mers très froides ne sont évidemment pas les mêmes que celles de l'Atlantique Nord, voire même de l'Atlantique au large de Brest. On a des couches d'eau, de température, de bathymétrie, etc. qui sont différentes. Et les marins français apprennent ou réapprennent toutes ces caractéristiques pour pouvoir demain, éventuellement, être en mesure de relever une confrontation navale dans ces eaux. Donc c'est pour ça que c'était important. Et ensuite, naviguer et combattre, enfin être en mesure de combattre dans les eaux froides, ce n'est pas du tout, cela demande de l'entraînement et c'est très exigeant pour le matériel et les hommes. Les températures sont extrêmes. Lorsqu'on est à la fonte des glaces, les eaux évidemment regorgent de morceaux de glace qui se disperse à droite et à gauche, dans lequel il faut naviguer sans mettre en péril, en danger le bâtiment, etc., etc. Donc il y a tout un mode d'entraînement et d'apprentissage en fait de ces eaux qu'aujourd'hui la marine française, dans lequel la marine française investit. Le capitaine, le commandant, le pacha de la frégate est un des meilleurs experts des eaux froides, puisque auparavant, avant de commander l'Aquitaine, un bâtiment de 150 personnes environ, il a commandé l'Astrolabe, qui est ce fameux brise-glace flambant neuf qui nous permet de patrouiller dans les terres australes françaises. Donc de l'autre côté, à l'opposé, au sud, près du pôle Sud, c'est lui qui ravitaille notamment la base du Mont d'Urville en terre Adélie, c'est-à-dire au pôle Sud. Donc c'est un expert de ces eaux froides. Et puis troisième raison pour lesquelles ces eaux polaires, ces eaux arctiques redeviennent stratégique pour toutes les grandes puissances du monde, je dis bien toutes les grandes puissances du monde, c'est en raison des effets du changement climatique sur la Terre. C'est à cet endroit-là qu'il est le plus visible et le plus comment dirais-je, rapide, puisqu'on assiste depuis plusieurs années à une fonte accélérée de la banquise, et cette fonte accélérée en fait réouvre ou comment dirais-je, ouvre la perspective de deux nouvelles routes maritimes stratégiques pour le commerce mondial, à savoir une possibilité de relier l'Atlantique et le Pacifique de manière plus rapide, en passant soit vers l'est, c'est-à-dire au large des côtes russes, soit vers l'ouest, c'est-à-dire au large des côtes canadiennes. Et à cet endroit-là, enfin pas au nord de la Norvège, c'est plutôt pour relier évidemment le Pacifique par la Russie, mais on est aussi pas très très loin de la partie de l'embranchement, si vous voulez, pour aller du côté canadien. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances anticipent le fait que ces routes navales vont monter en puissance, qu'elles permettront de se passer
en partie ou tout en partie, tout dépendra des contextes géopolitiques, des fameux deux grands canaux artificiels par lesquels transite aujourd'hui l'essentiel du commerce mondial, notamment reliant l'Europe aux autres pôles, à savoir le canal de Suez, et puis pour les États-Unis, le fameux canal de Panama sur lequel Donald Trump veut remettre la main, qui est aujourd'hui plus ou moins contrôlé par des intérêts chinois. Et cet intérêt, il est aujourd'hui très évident depuis 2 ans, puisque depuis 2023, il ne vous a pas échappé que les fameux rebelles houthistes du Yémen Nord exercent une pression militaire constante sur la mer Rouge, par lequel transite l'essentiel du commerce qui vient d'Asie et qui va en Europe. Et aujourd'hui, il met en évidence la fragilité, l'extrême fragilité de ce cordon ombilical pourtant vital pour l'Europe. Et donc, demain, si vous voulez, s'ouvre l'éventualité de la montée en puissance, notamment de la route polaire, donc qu'on appelle la voie maritime du Nord-Est, qui transite au large de la Russie pour aller au Pacifique. Je vais vous citer 2 chiffres intéressants et je recommande au passage à tous vos auditeurs un petit livre qui a été publié par les Carnets de l'Observatoire qui s'intitule L'Arctique russe, un nouveau front stratégique. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Voilà, c'est un peu dense, mais très court, et on a l'essentiel en fait des raisons pour lesquelles l'Arctique polaire est devenu stratégique, en particulier pour la Russie, puisque c'est le point de vue développé par les auteurs. Entre 2014 et 2023, cette fameuse voie maritime du Nord-Est, c'est-à-dire le long de la côte russe pour relier l'Atlantique au Pacifique, est passée de 4 millions de tonnes de marchandises transportées par an à 36,2 millions de tonnes. Voilà. Évidemment, la période est importante. Et alors, il faut juste mentionner quand même le fait que sur 36 millions de tonnes, il y a seulement 2 millions de tonnes concernant le véritable transit, c'est-à-dire empruntant cette route de A jusqu'à Z, et que l'essentiel du reste est du cabotage, c'est-à-dire l'exportation en fait de matériaux extraits dans la région. Alors c'est important et en même temps c'est toujours symbolique, puisque je citais tout à l'heure la route de Suez. Par Suez en 2022, c'est-à-dire avant les événements stratégiques dont j'ai rappelé, passait chaque année plus de 1,4 milliard de tonnes. Vous voyez, donc les rapports sont quand même pas tout à fait les mêmes. On est encore loin de la possibilité d'exploiter commercialement cette route stratégique, mais on sent que là, si vous voulez, la dynamique s'est ouverte, et cette dynamique s'est d'autant plus ouverte que les grandes puissances aujourd'hui se placent en position de pouvoir un jour se confronter dans cette zone. Et enfin, je ne sais pas combien de temps il nous reste, il nous reste encore du temps. Oui, il nous reste largement du temps. Je vais en profiter pour rappeler que je reçois avec plaisir Mériadec Raffray, rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles, pour parler de l'Arctique, et que tout à l'heure, dans l'addition, nous recevrons Arlette Espieux et Charlène pour parler d'un sujet totalement différent, puisqu'il s'agira de l'avortement. Donc, dans cet Arctique terre stratégique, donc, on sait que vous nous avez parlé du contexte militaire, vous nous avez parlé du contexte commercial avec ces routes qui s'ouvrent et qui vont permettre de dériver une partie du commerce mondial et peut-être de rendre Suez et Panama totalement obsolètes. Il y a aussi évidemment la question des ressources minières, de tout ce qu'on peut gratter au fond de l'océan ou sous la glace. Alors voilà, et là, la première puissance de l'Arctique, évidemment, c'est la Russie. Elle est de loin la plus importante, la plus étendue. Je vais vous citer quelques chiffres pour donner à vos auditeurs l'importance de l'Arctique aux yeux de la Russie. La Russie contrôle 53% des terres arctiques polaires, si vous voulez. Donc déjà, vous avez une puissance, la Russie qui est le plus grand pays du monde, a déjà une position de facto et de jure d'ailleurs, majeure en Arctique polaire. Et elle se prépare à cette confrontation stratégique depuis plusieurs années pour plusieurs raisons qui sont à la fois vitales, qui sont à la fois économiques, militaires et de souveraineté. Cette zone arctique, pour la Russie, assure presque 15% de son produit intérieur brut. C'est vous dire l'importance. On dit même que l'Arctique est tout simplement le cœur énergétique du pays, pour reprendre l'expression développée par les chercheurs du livre que je présentais à l'instant même. On y trouve dans cette zone
80% du gaz naturel produit et exporté par la Russie provient de cette zone. 17% de son pétrole, sans compter les immenses réserves inexplorées à l'heure d'aujourd'hui dans ces zones. Et également, on y trouve l'ensemble des minerais, vous savez, du fameux tableau de Mendeleïev, C'est je vais y ça. arriver, voilà. Ça nous rappelle quelques vagues souvenirs des cours de physique de première, c'est-à-dire en fait tous ces matériaux, ces métaux aujourd'hui, ces minerais qui sont devenus rares et précieux pour l'industrie de la haute technologie mondiale. Tout y est dans ces terres qui sont rugueuses et difficiles à exploiter. Et c'est la raison pour laquelle la Russie, à partir de 2014, a décidé de réinvestir en fait ce champ hostile. Elle a réouvert progressivement les bases soviétiques qui existaient du temps de la guerre froide. On compte environ 14 bases aériennes russes aujourd'hui actives. Alors je parle là évidemment de Mourmansk à Vladivostok, si vous voulez, donc dans cet immense espace. On y trouve aussi plusieurs grandes villes polaires, 7 grandes villes polaires. On y trouve un certain nombre de nouveaux points d'extraction. Et alors ce qui m'a frappé en lisant ce livre, c'est une donnée qui est très peu connue du grand public, c'est que écoutez bien ce chiffre, il est très intéressant. Entre 2022 et 2023, le nombre d'entreprises identifiées comme étant à capitaux chinois dans cette zone active a progressé de 87%. 87% d'entreprises chinoises en plus en un an dans cette zone active, à savoir à peu près 240 sociétés chinoises répertoriées comme partenaires ou copartenaires de sociétés russes dans cette zone. Et ça, évidemment, c'est un effet direct des sanctions occidentales, puisque un des grands partenaires, et ça les gens le savent, de la Russie pour l'exploitation de ses ressources, et en particulier des hydrocarbures, c'est le groupe Total. Le Total était un des co-investisseurs dans le fameux projet Yamal, qui est un énorme complexe d'exploitation d'un gisement de gaz naturel, Yamal 1 et Yamal 2. Les sanctions occidentales ont fait beaucoup de mal en fait à ces partenariats inaugurés, conceptualisés, inaugurés et montés en puissance par le fameux patron de Total, Christophe de Margerie. Voilà, je cherchais le terme, qui était un type absolument incroyable, le seul patron de Total qui n'était pas ingénieur mais commercial, qui passait des nuits entières à discuter avec Vladimir Poutine dans sa datcha, et grâce auquel en fait Total est devenu un géant mondial, permettant à la France d'avoir au moins une autonomie stratégique. Eh bien, en 2022, avec la rafale de sanctions survenue, Total a dû faire marche arrière, même s'il n'est pas quitté ses zones et ses projets. Et on a vu monter en puissance, mais pas que Total, toutes les boîtes qui étaient partenaires occidentales, et on a vu monter en puissance tout un tas de boîtes chinoises qui évidemment font elles aussi de la diplomatie commerciale ou de la stratégie économique, je ne sais pas comment on peut dire, mais qui anticipent la montée en puissance de ces routes. Et pour elle, c'est stratégique, c'est-à-dire ne pas dépendre du canal de Suez pour exporter ses produits manufacturés à l'Europe, c'est vital. Et en plus, passer par le nord, ça lui permet un gain de temps, donc un gain de coût, donc un gain d'efficacité, etc. Et donc, c'est un rôle, c'est un point majeur. Un autre point qui montre à quel point la Russie a un temps d'avance et a investi de manière majeure dans ces zones. La Russie aujourd'hui possède la première flotte mondiale de brise-glace nucléaire. Ces énormes bâtiments qui ont des chaufferies nucléaires, qui sont évidemment blindés, renforcés à l'avant, qui permettent, grâce à leur vitesse et leur puissance, de casser la glace au début du printemps et au début de l'hiver, pour maintenir ouvert une partie de ces voies maritimes durant une partie de l'hiver polaire. Et il a environ 85 brise-glaces en action, en service, et il y en a plus de 21 en chantier aujourd'hui. C'est des bâtiments qui coûtent des millions d'euros. Enfin, c'est assez incroyable. Et on voit aujourd'hui l'Amérique, le Canada et même la Chine se lancer dans cette course à la montée en puissance de flottes de brise-glace
nucléaires, qui sont des bâtiments qui permettront justement demain d'acquérir une forme d'autonomie, d'indépendance pour exploiter ces routes. La question est de savoir si le réchauffement climatique se poursuit. À ce moment-là, la fonte des glaces sera telle que toutes les marines du monde pourront exploiter ces routes sans dépendre de la Russie, puisqu'en fait aujourd'hui, le problème c'est que les bâtiments qui veulent passer, de facto, doivent faire appel à un brise-glace pour leur assurer, frayer un chemin. voilà, leur frayer un chemin, et donc il y a une espèce de territorialisation au-delà en fait des fameuses 12 000 des eaux territoriales, une espèce de territorialisation, de souveraineté de fait de ces routes. Demain, si le réchauffement climatique s'accélère et s'étend, on aura la possibilité, la capacité pour un certain nombre de marines mondiales dotées des moyens nécessaires de pouvoir s'affranchir en fait du droit de passage du côté russe, du côté canadien, c'est le même raisonnement de toute façon. Voilà un peu ces enjeux stratégiques, et on sent bien aujourd'hui que cette zone est à la croisée des chemins géostratégiques pour toutes ces raisons que je viens d'éditer, à la fois militaires, géopolitiques et géoéconomiques. Puis un dernier point que j'ai mentionné mais sans vraiment l'aborder, c'est une des raisons pour laquelle les grandes puissances, et en particulier les grandes puissances nucléaires mondiales, sont présentes et renforcent leur présence au pôle, c'est que lorsque vous déployez un sous-marin nucléaire lanceur d'engin au pôle, en fait, la courbure de la Terre fait que lorsque vous êtes à ce point-là, que vous voulez tirer un missile balistique, vous atteignez quasiment à peu près tous les points du globe intéressants, ce qui n'est pas le cas évidemment quand vous êtes du côté de l'équateur ou en Atlantique Nord plus bas. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Russes n'ont pas besoin de déployer de manière permanente leur sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Ils le font de manière temporaire, et eux ils ne passent pas par le fameux débouché. Ils vont directement au pôle Nord pour pouvoir être en mesure de tirer vers l'ouest, vers l'est, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin, notre flotte a besoin d'être en permanence sur mer, sous les eaux, pour, pour la crédibilité de notre dissuasion. Eux sont en mesure de faire sortir et rentrer leurs sous-marins de manière aléatoire et temporaire, pour cette raison-là, si vous voulez. Alors, la France a une présence septentrionale. Oui, tout à fait. On a effectivement, on est en fait une vieille puissance polaire. Je renvoie les auditeurs qui veulent creuser à une audition réalisée par Monsieur Guémard à l'Académie des sciences morales et politiques il y a quelque temps, sur toute cette compétition et cette souveraineté et cette géopolitique des pôles qui est absolument passionnante. Il retrace en fait l'histoire des découvreurs de ces pôles. Nous avons évidemment, nous n'avons pas de terre, nous ne sommes pas, propriétaires de terre polaire, si ce n'est Saint-Pierre et Miquelon, mais nous avons un antécédent historique sur ces terres que nous avons contribué à découvrir. Il y a toute une histoire, mais au passage, c'est tout ce que je viens d'expliquer, de rappeler, explique la raison pour laquelle Donald Trump, dont on dit qu'il est un fou et qu'il parle, il fait le monsieur au gros bras, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il redit de manière, à sa manière à lui, tout l'intérêt, la volonté des États-Unis de remonter en puissance au Groenland. On assiste en fait à, c'est très intéressant, on assiste en fait à une espèce de partage de facto, en fait, à un nouveau partage de facto de ces terres entre l'Est et l'Ouest, entre les États-Unis et la Russie. Donald Trump revendiquant des droits supplémentaires sur les Groenland, et Vladimir Poutine, lui, faisant une communication récente sur l'Ukraine, mais aussi sur sa stratégie polaire depuis Mourmansk, à bord du fameux Arkhangelsk. C'est son nouveau sous-marin nucléaire d'attaque de classe Yasen, le premier capable d'emporter des missiles hypersoniques dans ses soutes. Et Vladimir Poutine répliquant à Donald Trump en disant oui, peut-être on pourrait se partager de manière avec un deal ces terres qui sont aujourd'hui devenues stratégiques.
Ce partage décidé entre les deux grandes puissances, on en a parlé évidemment avec Régis Le Sommier et d'autres. Les discussions qui ont lieu en ce moment, oui, sont bien au-delà de l'Ukraine. C'est véritablement un nouveau partage. Est-ce que dans les 2 minutes qui nous restent, vous pensez que Trump va réussir à séparer la Russie de la Chine? C'est l'objectif qui paraît être le sien, alors que, vous l'avez souligné, la Chine est elle-même de plus en plus présente dans ce pays, et y compris sous forme de partenariat avec les entreprises russes. C'est évidemment à dessein que j'ai souligné et insisté sur ce point, et vous l'avez... On est trop malin, on se comprend l'un l'autre. Voilà, Richard, c'est un plaisir de travailler avec vous. Moi, je suis assez sceptique sur ce point. La Russie, aujourd'hui, contrainte et forcée en 2022 à comment dirais-je, à basculer, enfin à établir des canaux, des liens stratégiques, vitaux avec la Chine. Vitaux, on parle de pétrole, on parle de gaz, on parle de minerais stratégiques. Et le partenariat, en fait, est aujourd'hui très, très étendu. Je lisais hier soir un excellent reportage d'Alain Barluet du Figaro à Vladivostok sur le poids, en fait, de la Chine à Vladivostok, ce port d'Extrême-Orient, aux portes de l'Extrême-Orient arctique. Moi, je suis assez sceptique. La Russie, en fait, a intérêt à rééquilibrer son nouveau partenariat avec la Chine grâce au fameux reset américano-russe. Ça, oui, c'est vrai. C'est-à-dire la Russie a intérêt à retrouver une monnaie d'échange pour rééquilibrer son lien qui est devenu en 3 ans, en fait, très comment dirais-je, très vital avec la Chine, à moins dépendre de la Chine. Ça, c'est vrai. Mais imaginez que demain, grâce à un nouveau deal américano-russe, Moscou jette l'eau du bain rejette en fait l'efficacité, enfin l'intérêt que lui procure aujourd'hui son lien avec la Chine. Je n'y crois pas une seconde. Et ces gens-là ont à la fois Xi Jinping et à la fois Vladimir Poutine sont des gens qui raisonnent sur le long terme, si vous voulez. Et quand ils décident d'apposer leur signature sur un traité, en général, c'est pour des raisons de long terme. Et donc, je crois que les choses seraient beaucoup plus lentes et compliquées que cela. Merci beaucoup, Mériadec Raffray. Je rappelle, nous venons de parler avec vous de l'Arctique Terre Stratégique. Vous venez de revenir d'un voyage sur une frégate française qui vous a emmené jusqu'au pôle Nord. Merci beaucoup. À bientôt, Richard.